Voilà, on va démarrer. Donc, bonsoir à tous. Merci et bienvenue dans ce webinaire auquel je vous remercie de participer. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Caroline Mignalet. Je dirige donc Averroès e-learning, qui est donc le premier réseau d'approfondissement et d'accompagnement dédié aux élèves des lycées français du monde entier. Donc, tant en zone nord, pour les élèves qui viennent de passer leurs examens, leur bac de français, leur brevet, leur bac, ou ceux de la zone sud qui sont à la fin du premier semestre et qui passeront leurs examens au mois de novembre. Voilà. Donc, je suis là ce soir en partenariat avec la FAPE pour animer donc le dernier webinaire de notre série de l'année de webinaires de l'année scolaire, de cette année scolaire qui vient de s'écouler, euh, pour nous intéresser aux études en sciences politiques. Alors, traditionnellement, on fait une première version de ce webinaire effectivement à la fin du mois de juin pour que les élèves qui s'intéressent et les familles qui s'intéressent aux études en Sciences Po puissent un petit peu se projeter, utiliser l'été pour réfléchir, commencer à travailler, approfondir leur choix d'orientation. C'est pour ça que ce webinaire est organisé pour cette première session euh, à la fin du mois de juin. Et ensuite, on a une deuxième session, toujours organisée avec la FAPE, qui a lieu en général début septembre. Voilà. Donc, oups. Mélissa Nartigal, qui est la responsable de la FAPE, vous prie de l'excuser ce soir. Ils avaient pas mal de dossiers avec la EFE à gérer. Donc, si elle était là, elle en profiterait pour vous présenter un petit peu ce que fait la FAPE, donc la Fédération de vos associations de parents d'élèves dans l'ensemble des établissements français à l'étranger. Donc, globalement, je vais le dire en résumé, ils sont là essentiellement, donc ils sont là pour vous représenter auprès de la EFE, auprès des élus, auprès du ministère. Ils ont aussi un rôle d'information auprès des familles, en particulier avec toute une série de webinaires avec nous consacrés essentiellement à la pédagogie, mais aussi parfois avec des intervenants extérieurs pour traiter de problématiques particulières, les enfants avec des difficultés de type 10 ou euh, le, les problématiques liées aux échanges internationaux au sein de la EFE, etc. Donc, voilà. Et ils apportent un certain nombre de conseils personnalisés aux familles via vos associations de parents d'élèves. Voilà un petit peu leur rôle. Et donc même s'ils ne sont pas là, j'avoue que je les remercie de ces organisations de webinaires communs. Donc aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, en fait, on va s'intéresser aux études en sciences politiques en France, bien évidemment, et on se concentre sur la France. Il y a bien sûr d'autres options à l'étranger. J'en parlerai très rapidement. Et je pourrai répondre à un certain nombre de questions si besoin. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ces études en sciences politiques en France, où c'est déjà assez complexe. Et donc, on va voir globalement comment ça se passe, puis s'intéresser au processus de sélection pour à la fois Sciences Po Paris, d'une part, puis dans un deuxième temps sur les autres instituts d'études politiques. Et on finira rapidement par les prépas que nous, on peut proposer et les éléments auxquels vous pouvez être amenés avec vos enfants à réfléchir. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, j'ai oublié. Si vous voulez intervenir, comme on n'est pas très nombreux ce soir, en fait, je peux soit vous donner la parole, donc vous levez la main vous avez la possibilité sur Zoom de lever la main, vous manifester, soit utiliser le chat. Donc n'hésitez pas, il n'y a aucune question taboue. Je ne représente aucun institut de sciences politiques, donc j'accompagne simplement des élèves depuis maintenant de nombreuses années. Euh, donc,
voilà, dans la mesure du possible, je vous répondrai de la manière la plus objective possible. Et si j'ai pas l'information, je chercherai. Voilà. Donc, en France, les études en Sciences Po, on a globalement quatre grandes voies d'accès. Euh, Première voie d'accès, Sciences Po Paris. Alors, Sciences Po Paris, c'est vrai, c'est une formation qui est excessivement bien classée à l'international, euh, qui est numéro un ou numéro 2 euh, en Europe et dans le monde, en Europe pour les études en sciences politiques. Euh, Numéro un ou numéro 2, j'ai un doute. Donc, c'est une école qui existe depuis très très longtemps, qui a été traversée par un certain nombre de problèmes, on va pas s'en cacher, un peu d'errance au niveau de la direction, etc., qui aujourd'hui est bien reprise en main. Et on verra les implications que ça va avoir pour les futurs étudiants. Donc, on a Sciences Po Paris, qui n'a de parisien, en tout cas, que le nom, puisque les années de bachelor se font majoritairement sur 7 campus en région. Donc, 7 campus en région qui sont organisés par majeur géographique, majeur d'intérêt géopolitique, on va dire. Donc, ces campus de région dans lesquels les élèves font leurs 3 premières années, sauf leur échange à l'international, bien évidemment. Elles vont se situer à Poitiers pour la péninsule ibérique et la zone hispanophone, donc globalement Amérique du Sud et péninsule ibérique, donc Espagne, Portugal. Les autres vont se situer au Havre pour la zone Asie. On va avoir un campus à Menton pour la zone Moyen-Orient. On va avoir un campus à Dijon pour la zone de l'Europe centrale et des Balkans. On va avoir un campus, que je n'en oublie pas, on va avoir 2 campus à Reims, un consacré à la zone Amérique du Nord et un consacré au continent africain. Et puis, on va avoir un campus à Nancy, consacré à l'Europe et très centré sur les relations franco-allemandes. Le principe de Sciences Po Paris, c'est que quand les élèves sont admis dans ce cursus, ils sont admis sur un programme en 5 ans. C'est-à-dire qu'ils font leurs 3 premières années de bachelor, dont une mobilité à l'international, et ensuite, ils sont automatiquement admis en master à Sciences Po, à l'exception de certains masters qui sont effectivement sélectifs et donc où là, il y a encore une sélection interne, mais ils sont garantis d'avoir une place en master à Sciences Po. Et là, pour les masters, tout le monde va à Paris, dans les locaux historiques de Sciences Po, dans le 6e arrondissement. Ce qu'il faut savoir aussi sur Sciences Po, c'est que sur le cursus de bachelor, donc sur les 3 premières années, on a des cursus anglophones et des cursus francophones. Parfois, les deux coexistent pour une même majeure géographique. Parfois, il n'y a qu'une langue. Je prends un exemple sur le campus du Havre. Alors, c'est vrai, peut-être que le Havre, ça ne fait pas rêver. Mais en réalité, je crois que la vie étudiante est vraiment super. Les anciens élèves qu'on a qui y étaient super contents. Le campus du Havre, qui est consacré à l'Asie, qui a cette majeure Asie, est uniquement anglophone. À Menton, par exemple, donc sur ce campus, avec une majeure géographique Moyen-Orient, Maghreb, Moyen-Orient, on a une filière francophone, une filière anglophone. À Reims, pareil, le campus Afrique, la majeure Afrique est en français et francophone.
alors que la majeure Amérique du Nord est anglophone. Voilà, donc vous avez ces petites spécificités. En plus de ça, et ça va faire beaucoup d'infos, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, hein. En plus de ça, de ce cursus que je vais appeler classique de Sciences Po Paris, il est possible de postuler à des doubles diplômes entre Sciences Po Paris et une université étrangère. Et là, euh, en général, le cycle de bachelor dure 4 années, 2 années à Sciences Po et 2 années dans l'institution partenaire. Donc, ça veut dire que les 3 premières années, qui sont normalement, enfin, qui sur le cursus classique sont faites pendant 3 ans en région, là, vont être faites sur 4 années, 2 années à Sciences Po, sans mobilité internationale évidemment, et 2 années dans l'institution partenaire. Voilà pour Sciences Po Paris. Ensuite, deuxième voie. Alors, globalement, deuxième et troisième voie, ce sont ce qu'on appelle les IEP, c'est-à-dire les instituts d'études politiques. Les instituts d'études politiques, c'est ce que peut-être certains parmi vous ont connu sous le nom de les Sciences Po de province. C'était un peu C'était un peu condescendant à l'époque. Moi, quand j'étais étudiante, on les appelait comme ça. C'était pas terrible, donc on les appelle plus comme ça. Donc, ces instituts d'études politiques, ils sont en tout en France au nombre de 10. Il y en a 3 qui sont autonomes, c'est-à-dire que ils ne sont pas en réseau. Ces 3 instituts politiques indépendants. Le premier, c'est celui de Bordeaux, qui présente l'avantage, donc pareil, hein, cursus en 5 ans. Et à Bordeaux, on va avoir aussi des filières binationales. Euh, voilà, sur lesquelles, et pareil, des filières en double diplomation. Par exemple, ils vont avoir une filière, un diplôme en partenariat avec l'Université autonome de Madrid, dans lequel, et on peut rentrer sur ce programme soit via Bordeaux, soit via l'Espagne, en fait. Donc, quand je dis autonome, ça veut dire que c'est bien sûr un bac+5, ce sont bien sûr des études en sciences politiques, de qualité, etc. Mais ils vont avoir, on le verra tout à l'heure, leur procédure d'admission spécifique, leurs organisations des filières binationales spécifiques, etc. On a ensuite Sciences Po Grenoble, qui là aussi est donc un institut d'études politiques autonome, et qui est rattaché à l'Université de Grenoble. Et puis, on a l'UPEC, l'École internationale d'études politiques de Fontainebleau, qui est donc basée à Fontainebleau, en région parisienne, et qui est rattachée à l'Université de Paris-Est-Créteil. Voilà. Ces 3 instituts d'études politiques ont leur procédure d'admission spécifique. Ça veut dire qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand vos enfants ou quand vous allez les accompagner pour faire leurs recherches, pour réfléchir, etc., autant sur ce qu'on va voir après, c'est-à-dire les instituts d'études politiques qui sont en réseau, on peut s'intéresser au réseau globalement. Autant sur cela, il faut aller s'intéresser à chacun de ces instituts d'études politiques spécifiquement pour voir s'il intéresse, s'il n'intéresse pas. On avait par exemple cette année des élèves qui ont candidaté à Sciences Po Paris, parce que bah, c'est le Graal, et puis, mais qui ont aussi candidaté à Bordeaux et à Fontainebleau, sans candidater à Grenoble, par exemple. Ou au contraire, des élèves qui ont candidaté à Fontainebleau, parce que Fontainebleau a la spécificité d'avoir un cursus scientifique, qui mêle sciences politiques et sciences dures, maths, physique et SVT, et donc voilà, qui peut intéresser certains élèves. Voilà pour ces 3 IEP autonomes.
Ensuite, on a 7 instituts d'études politiques qui sont en réseau. C'est ce qu'on appelle le réseau Sciences Po. Alors, je sais, hein, c'est pas moi qui fais les noms, hein. Sinon, j'aurais appelé ces choses avec ces formations avec des noms différents. Mais bon, c'est pas le cas. Donc, c'est 7 IEP qui sont en réseau. En fait, donc là aussi, ils sont, bah, vous voyez la liste. Il y en a un à Aix-en-Provence, il y en a un à Lille, un à Lyon, un à Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Et en fait, ils sont un réseau dans le sens où les formations sont excessivement similaires et ils sont accessibles via un concours commun. Voilà. Je vois arriver les questions, je finis ce slide et j'essaye de vous répondre. Euh, Dernière voie, ce sont toutes les licences universitaires. Donc, et dans les licences universitaires, donc une licence, c'est un bac plus 3 que les étudiants vont en général poursuivre par un master. Dans les licences universitaires, on va avoir des licences dans des universités publiques, type la Sorbonne. Par exemple, la Sorbonne a un double diplôme en sciences politiques et relations internationales. On va avoir des licences universitaires dans des universités privées, comme par exemple l'Institut catholique de Paris, qui a une très très jolie licence, enfin un très joli programme euh, autour des sciences politiques et de l'économie. Euh, ou la faculté catholique de Lille, qui n'a de catholique que le nom, mais enfin, historiquement, c'était effectivement une faculté catholique, qui a une école en sciences politiques qui s'appelle l'ESPOL. Et dans ces licences universitaires, vous allez en avoir qui sont en double diplôme ou pas. Je prends un exemple public. À Paris, vous avez une institution qui s'appelle l'INALCO. Donc, l'INALCO, c'est un institut public, donc gratuit. C'est l'Institut national d'études dans les langues orientales et il me manque un élément. Et vous pouvez, par exemple, votre enfant peut choisir de faire, on a une élève qui a fait ça, qui a fait une licence d'arabe combinée à une licence de relations internationales, euh, qui a ensuite fait un master en relations internationales avec une mineure langue arabe, et qui, aujourd'hui, bah, part en ambassade, part travailler en ambassade pour le Quai d'Orsay. Donc voilà, donc ça, ce sont, j'ai envie de dire, en France, les voies possibles. Alors, pour répondre à vos questions, pardon, à la première question, euh, en fait, la nationalité n'est pas la nationalité des parents, ni même de l'enfant d'ailleurs, n'est pas le critère. En fait, le critère, c'est où est-ce qu'il fait ses études secondaires. Donc, si l'élève est dans un établissement français de l'étranger, ou qu'il soit dans le monde et quelle que soit sa nationalité, il a de droit la possibilité de candidater à l'ensemble de ces formations. En revanche, si l'élève est par exemple à Abu Dhabi dans une école internationale, euh, il, où il prépare un bac international, par exemple, là, il va candidater dans l'ensemble de ces institutions par ce que l'on appelle la voie internationale, c'est-à-dire pour des élèves qui ne passent pas le bac français. Est-ce que, José Louis, j'ai été claire sur ça? La deuxième question, alors la deuxième question, je vais prendre un peu de temps. Alors les débouchés, ils sont multiples et ils dépendent véritablement du master que va poursuivre la spécialité de master.
C'est-à-dire, quand on rentre à Sciences Po Paris, on a un bachelor qui est généraliste, dans lequel on en reparlera peut-être, mais dans lequel aujourd'hui, il y a plus de maths qu'avant, parce que c'était un des reproches qui était fait à Sciences Po, mais dans lequel vos enfants vont faire de de l'histoire politique, de la géopolitique, de l'économie, bien sûr, donc micro-macroéconomie, mais aussi l'étude des institutions, du droit, etc. Donc le cursus de bachelor est assez généraliste. Et puis en master, ils vont se spécialiser. Et là, quand on regarde les masters qui sont proposés euh, par Sciences Po Paris, par exemple, mais je pourrais prendre les autres de la même manière, en fait, il y a une offre très large. Donc, par exemple, Sciences Po Paris propose un master en ressources humaines. Donc, bien évidemment que quelqu'un qui va faire un master en ressources humaines va plutôt se diriger vers des métiers autour des ressources humaines. Voilà. Mais bien évidemment, dans les voies classiques, il y a la vie publique. Donc, typiquement, le travail en ambassade, le ministère, enfin, l'ensemble des affaires étrangères, toutes les réflexions, les think tanks d'économie politique, etc. Euh, mais aussi le journalisme, par exemple. Il y a une très belle école de journalisme, et aussi le droit international. Il y a pareil, un très beau master, une très belle école de droit à Sciences Po. Donc voilà, tout ça c'est pour les débouchés. Je ne vais pas vous mentir, ils sont excessivement larges et on a des élèves qui vont vers des parcours très variés. On a des élèves qui partent faire travailler dans des ONG, d'autres qui partent travailler vers des institutions internationales, d'autres qui restent en France et qui rejoignent classiquement, j'ai envie de dire, des partis politiques. Voilà, mais que ce soit la Commission européenne, euh, les institutions onusiennes en Europe ou ailleurs, etc. Tout ça, c'est des débouchés. Les stages qu'ils feront, les spécialités, les cours qu'ils prendront, et puis surtout leur spécialité de master vont véritablement orienter euh, les possibilités de carrière. De même que les langues apprises. Euh, Comment je le vois évoluer dans le monde de demain avec l'IA? J'ai envie de dire que pour le coup, ce sont des métiers où l'humain, alors je suis pas, euh, je suis pas devin, donc je vais plutôt vous dire mon ressenti, mais on est sur des métiers où la négociation, la recherche de compromis, la recherche de solutions, etc., est au cœur de l'ensemble de ces métiers. Et donc, bien sûr que ce sont des métiers qui seront impactés par l'intelligence artificielle, comme je pense absolument tous les métiers. Euh, mais c'est probablement des métiers qui seront un peu moins impactés. Si je pense, par exemple, à des gens qui vont se diriger vers le droit international après Sciences Po, bien évidemment que leur métier va complètement changer parce que tout un tas de recherches seront faites par des IA, etc. Ils passeront donc, on peut supposer, plus de temps à à proposer des solutions, à négocier avec des parties prenantes, etc. Donc voilà, maintenant je suis un peu comme vous, même si on y réfléchit beaucoup à Averroès. Euh, et je pense que l'essentiel pour les générations qui arrivent seront probablement euh, de d'apprendre à avoir cet esprit critique et d'apprendre à penser, surtout dans des métiers et des positions un peu de pouvoir et élitistes. Non. Donc je précise pour José Luis, si votre fils étudie au lycée français de Madrid, il prépare donc l'option internationale, enfin le BFI, le bac français international, mais c'est un bac français, il n'est pas voie internationale, il est voie classique. Il préparera, il candidatera s'il est en première, il candidatera l'année prochaine via Parcoursup.
Donc voilà pour un peu le paysage. Alors, je voudrais rajouter une chose. Sciences Po Paris, les élèves ne peuvent candidater que l'année de leur terminale. Et quel que soit le cursus et quelle que soit la voie d'accès. Euh, Ça veut dire que c'est en terminale ou jamais. Voilà. Pour les autres, il y a des possibilités d'accès niveau terminal et niveau bac plus 1 pour rentrer en première année. Voilà. C'est le petit, la petite, le petit point auquel il faut faire attention. Alors, en ce qui concerne les processus de sélection, donc je commence par Sciences Po Paris, et puis ensuite on regardera toutes les autres voies d'accès. Alors, en ce qui concerne Sciences Po Paris, donc pour les élèves issus, enfin préparant le bac dans un lycée français de l'étranger, à Madrid ou ailleurs, ils vont candidater par Parcoursup. Alors, je mets petite note à cette présentation. Ce que je vous présente aujourd'hui est complètement à jour. La direction de Sciences Po Paris l'année dernière a pris des décisions et a modifié en cours de route le processus d'admission pour les élèves qui candidataient l'année dernière. C'était vraiment pas cool, mais il est possible qu'au cours de l'été ou en septembre, ils décident de modifier leurs conditions d'admission. Et auquel cas, bien évidemment, tout ce que je vous dis là sera mis à jour dans notre blog, sera mis à jour dans le webinaire du mois de septembre. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune annonce à ce propos, mais c'est possible. Non, je préfère préparer les élèves à tout, même si parfois pour eux, c'est vraiment pas confortable. Donc aujourd'hui, pour intégrer Sciences Po Paris, ça se passe en 2 étapes et ça se passe via Parcoursup pour la première étape. Première étape, comme tout concours, c'est une phase d'admissibilité. Cette phase d'admissibilité, donc, qui va déclarer un certain nombre d'élèves admissibles, sous réserve qu'ils obtiennent aux 2 épreuves de l'admissibilité une note minimum qui varie tous les ans. Dans l'admissibilité, il n'y a plus de concours écrit. Cette admissibilité, elle est évaluée uniquement sur le dossier de l'élève. Donc, première partie de cette admissibilité, ce sont les notes obtenues aux épreuves du bac, avec la note de français écrit de première, qui compte pour 60% de ce premier critère, la note de français oral et les notes de contrôle continu en histoire géo et dans les 3 spécialités. Pour les élèves qui sont aujourd'hui en seconde et qui rentreront en première et qui vont donc devoir passer une épreuve de maths en fin de première, je suis persuadée que pour cela, la note de l'épreuve anticipée de mathématiques sera aussi prise en compte dans les notes de bac. Donc, ça, c'est la première épreuve et l'ensemble de ces pondérations fait une note sur 20. La deuxième note, la deuxième épreuve, c'est l'évaluation de la performance académique du candidat, qui est aussi notée sur 20. Cette performance académique et trajectoire, donc elle est évaluée par les jurys qui étudient les dossiers de vos enfants tels qu'ils sont dans Parcoursup, et elle évalue la régularité des résultats et leur progression. Elle tient compte du positionnement de votre enfant dans sa classe et les appréciations des enseignants sur les bulletins scolaires et sur quelque chose qui s'appelle la fiche à venir, qui est remplie par les enseignants pour Parcoursup. Et en fait, les enseignants de terminale, au moment où vos enfants déposent leur dossier sur Parcoursup, les enseignants de terminale vont évaluer, commenter chacun des vœux de votre enfant dans un document électronique qui s'appelle la fiche à venir. Et donc, c'est ça qui est pris en compte. Cette fiche à venir, les élèves n'y ont accès qu'une fois que les dossiers sur Parcoursup sont clos.
Ça, c'est pour l'admissibilité. Les candidats qui sont déclarés, et donc ça fait, cette admissibilité, elle va compter pour 50% de la note finale, et donc du classement final. Les candidats qui sont déclarés admissibles vont passer un oral qui compte lui aussi pour 50% de la note finale. Donc c'est un oral qui a beaucoup de poids. Cet oral, qui dure entre 25 et 30 minutes, se déroule en 3 temps, avec un temps consacré à la présentation du candidat, euh, un, une épreuve de commentaires et d'analyse d'images. Donc, on donne 2 images au candidat. Il en choisit une qu'il doit commenter et analyser pendant entre 7 et 10 minutes. Dernière partie de l'entretien, la motivation, la culture générale du candidat. Voilà. Euh, alors les chiffres 2025, on ne les a pas encore, malheureusement. Mais en 2024, c'est 1360 admis, c'est-à-dire à peu près 10% des candidats. Voilà, à peu près un candidat sur 10 pour les filières générales. Or, parce que Sciences Po a aussi, et vous, si vous vous y intéressez, vous le verrez dans la presse, Sciences Po a aussi une convention avec des établissements d'éducation prioritaire, donc des établissements difficiles, des enfants plus en difficulté, etc., pour favoriser une certaine mixité sociale. Et donc, c'est hors ces candidats-là qui sont traités à part. Voilà. Alors, pour répondre à la question de Nicolas, les notes de contrôle continu en histoire géo et en spécialité sont celles de première et du premier trimestre de terminale. Donc, en fait, voire premier et deuxième trimestre de terminale, selon comment est organisé votre établissement. Ce sont toutes les notes qui sont rentrées dans Parcoursup. Donc, si vos enfants sont scolarisés dans un établissement organisé en semestre, vous allez avoir les 2 semestres de première et le premier semestre de terminale. Si l'année est organisée en trimestre, vous allez avoir les 3 trimestres de première et les 2 premiers trimestres de terminale dans Parcoursup. Donc, c'est ça qui est pris en compte. Voilà. Voilà pour l'admission à Sciences Po Paris. Évidemment, on est sur une filière d'excellence sélective. Donc, on est sur des profils, quand on se pose la question de savoir euh, qui est admissible, ben, des enfants qui ont, on va pas se mentir, autour de 16 de moyenne générale. Voilà, à peu près. En ce qui concerne les autres instituts d'études politiques. Alors, hop, là, on va les prendre un par un parce que, évidemment, chacun fait a son système. Donc, en ce qui concerne les 7 IEP qui sont en réseau, donc Toulouse, Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, il y a un concours écrit pour tout le monde. Donc, le dossier compte pas du tout. Un concours écrit, donc ouvert, je vous le rappelle, aux bacheliers, enfin aux élèves de terminale et aux élèves en bac plus 1, qui se déroule un samedi fin avril, donc ce sera fin avril 2026, en présentiel uniquement. Euh, Jusqu'à la session de 2024, il y avait des centres ouverts à l'étranger. L'année dernière, enfin cette année, pardon, pareil, en octobre ou novembre, le réseau a annoncé qu'il n'y aurait aucun centre ouvert à l'étranger. Donc, il y a des centres ouverts dans les départements et territoires d'outre-mer. Et donc, on a par exemple des élèves au Brésil qui sont allés passer le concours en Guyane. Bon, voilà. Mais il faut savoir que donc, si vous êtes en Europe, c'est probablement pas très compliqué de venir passer des épreuves écrites un samedi en France.
Mais si vous êtes à l'autre bout du monde et loin d'un territoire ou département d'outre-mer, ça peut être plus compliqué. En tout cas, ça se réfléchit quand même. Donc, ce concours écrit, donc là, il y a uniquement un écrit et un classement, et voilà. Pour tous les IEP, en fait, tous les élèves sont classés. Le premier choisit son institut, donc si le premier adore Toulouse, bah, il va choisir Toulouse, le deuxième, etc. Et puis et ensuite, plus on descend dans le classement, et évidemment, moins on a le choix, mais bon, voilà. Les épreuves, c'est 3 épreuves. Une épreuve, ce qu'on appelle question contemporaine. Alors, c'est une épreuve spécifique euh, qui est à la croisée de l'économie, la sociologie et la science politique. Donc, clairement, des élèves qui ont soit une spécialité SES, soit une spécialité à GGSP sont mieux préparés. Et qui introduit aussi dans cette dissertation de questions contemporaines une approche philosophique. C'est une épreuve qui est coefficient 3, donc, qui dure 3 heures. Donc 3 heures pour faire une disserte, c'est quand même c'est serré. Pour vous donner une idée, en spécialité SES, l'épreuve dure 4 heures. Donc les élèves qui choisissent la disserte, ils ont 4 heures pour faire la disserte. Et des documents. Là, c'est une question, il n'y a pas de document, et les élèves n'ont que 3 heures. Les thèmes de ces questions contemporaines, tous les ans, le réseau Sciences Po choisit deux thèmes sont proposés. Et donc chaque thème dure 2 ans. Donc cette année, on connaît déjà un des thèmes, puisqu'il était déjà l'année dernière. Le thème, c'est les solidarités. Mais on ne connaît pas encore le deuxième thème pour le concours 2026. Ça ne saurait tarder, mais à l'heure où je vous parle, ce n'est pas sorti. Voilà. Deuxième épreuve, ils ont une épreuve d'histoire, qui est une épreuve d'analyse de documents. Et puis ensuite, ils ont une épreuve de langue vivante, qui est COF2, et qui là, pour les élèves des lycées français de l'étranger, pose en général 0 problème. Ce réseau Sciences Po, globalement, offre 1100 places, plus ou moins quelques dizaines chaque année, et un taux de sélectivité qui est vraiment très élevé, parce que c'est à peu près uniquement 9% des candidats inscrits qui intègrent une des écoles. Il faut savoir aussi sur ce concours des IEP que environ 60% des admis sont déjà en première année d'université et non pas en année de terminale. Voilà, donc en gros, il y a 40% d'élèves qui sont admis, qui sont issus directement de terminale, et les 60% autres qui ont soit fait un cursus en histoire, en Sciences Po, etc., et qui se sont dit, je commence par un début de licence universitaire et je retente le concours. Voilà, souvent ça se passe comme ça. Ensuite, vous avez donc l'IEP, donc l'Institut d'études politiques de Bordeaux, donc, où là, on s'inscrit, on candidate via Parcoursup, et comme pour Sciences Po Paris, un certain nombre de candidats vont être déclarés admissibles, et les candidats déclarés admissibles vont passer un oral. Alors, le dossier, qu'est-ce qui est pris en compte? Bien sûr, comme pour Sciences Po Paris, le dossier scolaire, c'est-à-dire les notes, le contrôle continu, les notes de bac, etc. Et puis aussi, Bordeaux demande une copie de devoirs sur table, donc de devoirs faits en classe, notés par l'enseignant avec son sujet, en philo, histoire géo ou matière de spécialité. Donc là, c'est pour ça que j'aime bien dire ça au mois de juin.
Ça évite que quand on se retrouve à faire les dossiers au mois de mars, on ait des élèves qui réalisent que bah, ils ont perdu la copie qu'ils voulaient garder et ils ne la retrouvent pas. Et en fait, une copie de devoir fait en classe, etc., si vous ne l'avez pas gardée, eh ben, elle est perdue. Donc, voilà. Ça peut être une copie de première ou de terminale. Et ensuite, il y a un oral à la fois alors dans lequel il y a effectivement aussi une analyse d'image ou une analyse de caricature ou etc. Et pareil, c'est le même principe que les oraux de Sciences Po Paris. Le candidat se présente, il analyse son image ou le document qu'on lui communique, et puis il y a un entretien de culture générale, culture politique, intérêt pour la zone à laquelle l'élève candidate et sa motivation. Bordeaux, c'est 330 places et c'est un taux d'admission d'environ 13%. Sur les dernières statistiques, ça peut varier, comme ce n'est pas des très grosses promos, ça peut varier quand même sensiblement d'une année à l'autre. En ce qui concerne Grenoble, donc c'est vraiment collé sur le principe de Sciences Po Bordeaux, vraiment les mêmes modalités d'admission. La seule chose, c'est qu'il y a en plus un oral de langue. Et là, on a 250 places et donc 18% d'admis. Et ensuite, on a Fontainebleau, où là, les places, enfin, le système d'admission est aussi un petit peu le même, donc dossier scolaire, puis oral pour les admissibles, avec des parcours assez différenciés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un parcours consacré à tout ce qui est éthique et enjeux des sciences du vivant, enjeux politiques des sciences du vivant. Et là, il y a 75 places. On est sur un institut d'études politiques qui a, avec ces formations-là, peu d'historique. Et donc, on n'a pas encore, je pense que on les aura dès qu'on va avoir les résultats définitifs de Parcoursup. On n'a pas encore le taux d'admission. Donc, voilà pour le processus de sélection dans les IEP. En ce qui concerne les licences universitaires, bon, ben là, les dossiers de candidature vont se faire dans Parcoursup. Bien évidemment, pour chacun de ces parcours qui sont dits sélectifs, les élèves vont devoir aussi rédiger et mettre dans Parcoursup une lettre de motivation. Enfin, pas vraiment une lettre, mais qu'ils appellent, ce que Parcoursup appelle un projet motivé. Qui permet de détailler effectivement ce qui motive l'élève à candidater à cette formation. Et ils ont aussi la possibilité, enfin, ils doivent aussi compléter dans Parcoursup un ensemble de rubriques qui leur permettent de développer sur certaines activités, centres d'intérêt qu'ils ont et qui permet de, au-delà des notes du dossier, des appréciations, d'en dire un peu plus sur qui ils sont, à la fois en tant que personne, citoyen, élève, etc. Voilà pour hop, ces processus de sélection. Euh, alors, les prépas. Prépa, pas prépa, est-ce qu'on se prépare tout seul, quand est-ce qu'on commence, etc. Quand on a très envie de faire Sciences Po, quel que soit le cursus que l'on va choisir, quand on a très envie de faire ce type d'études, euh, il faut s'y intéresser il faut s'y intéresser dès la première souvent. Souvent, vous savez dès la première si ce sont des choses qui intéressent vos enfants, est-ce qu'ils suivent l'actualité, est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils lisent, est-ce qu'ils lisent des choses variées, est-ce que je sais pas, est-ce que ils ont eu envie de discuter avec vous ou avec d'autres gens du dernier conflit entre l'Iran et Israël, ou est-ce qu'ils ont eu envie de discuter du nucléaire et de la question du nucléaire iranien, etc. Voilà. J'ai envie de dire que vous qui connaissez vos enfants, et euh, eux en tout cas, s'ils sont pas sûrs, ça mérite une petite introspection, et l'été est un bon moment pour faire cette petite introspection. Pardon. Euh,
En fait, ça ne s'improvise pas. Bien sûr, ce sont des filières sélectives qui s'adressent d'abord à des bons élèves, qui aiment rédiger, qui aiment, euh, qui aiment le challenge intellectuel, qui aiment être voilà, confrontés parfois à de la difficulté, etc. Euh, mais ça ne s'invente pas. Si on est, si vous êtes aujourd'hui en fin de première, vous venez passer votre bac français, vous avez probablement pas encore vos notes, mais si vraiment vous avez envie d'intégrer Sciences Po Paris ou Bordeaux ou un institut d'études politiques, bah, il faut commencer à lire pendant l'été en fait. Il faut s'intéresser à la question, il faut se nourrir en fait, au-delà de ce qui est fait au lycée. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais en réalité, dans, dans ces filières-là, toutes les spécialités sont acceptées. N'importe quelle combinaison de spécialités est acceptée. C'est-à-dire qu'un élève qui fait maths physique, il n'y a pas de souci en fait. Si c'est ça qui l'intéresse, qu'il a un bon dossier, etc., il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas prise. Euh, donc voilà. Donc, après, se pose la question de, bah, ça dépend des enfants, comment est-ce qu'il va organiser sa préparation, qu'est-ce qui existe dans son lycée, euh, qu'est-ce qui lui convient à lui en termes ou à elle, en termes d'organisation, d'investissement, etc. Donc là, tout est possible. Euh, Nous, à VROS, et donc avec les élèves des lycées français de l'étranger, on fait clairement le choix de ne les présenter, de ne les préparer qu'en terminale. Parce que en fait là ils sont dans l'objectif, c'est des petits groupes d'élèves ultra motivés qui sont vraiment dedans, mais on se dit qu'en première le plus important c'est vraiment de renforcer le dossier parce que vous l'avez vu, bah, ce dossier il est pris en compte dans toutes ces formations, donc le plus important c'est le dossier. C'est des bonnes notes au bac de français, c'est des bonnes notes à l'écrit, c'est des bonnes notes à l'oral, c'est des super notes en contrôle continu, si possible, etc. Donc, c'est vraiment ça, le job de la première, c'est vraiment ça. C'est le bac de français et se construire un dossier canon. Euh, donc, nous, la prépa, elle ne démarre qu'en terminale. En revanche, c'est vrai qu'elle démarre assez tôt dans l'année de terminale, de manière à ce qu'il soit quasiment libéré au mois de février. Donc, on démarre en octobre et en février, on les libère. Il restera plus que les oraux blancs aux vacances de printemps. Parce que à partir de février, bah, on en a parlé, la pression monte pour les élèves de terminale. C'est beaucoup de choses. C'est Parcoursup, si candidate à l'étranger, c'est les candidatures à l'étranger, c'est les bacs blancs, et puis très vite, c'est les vacances de Pâques, les concours écrits, les premières épreuves, etc. Donc voilà, ça c'est un choix pédagogique en fait qui nous semble et qui fonctionne en fait, qui fait que les élèves sont vraiment dedans sans que ce soit pour eux trop lourd. Donc, on travaille avec eux sur des séances qui sont organisées le week-end en 12 séances de 2 heures. On travaille sur l'ensemble des zones géographiques du monde pour leur donner des clés de lecture, mieux décrypter l'actualité, orienter les lectures, affiner aussi leur projet, c'est-à-dire se dire, OK, est-ce que si je veux Sciences Po Paris, est-ce que je veux aller plutôt à Menton et m'intéresser au Moyen-Orient, ou est-ce que je vais plutôt aller au Havre parce que mon truc c'est l'Asie, mais si c'est l'Asie, alors je sais quelles sont les problématiques en Asie et je sais pourquoi c'est l'Asie. Et voilà. Donc, pourquoi je veux apprendre le chinois ou au contraire le japonais ou le coréen. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de construire ce projet tout en les alimentant et en les aidant à orienter leur lecture, etc. Ils ont aussi un séminaire, donc une séance de 2 heures qui est consacrée à l'enseignement à Sciences Po, au programme de bachelor, etc., qui intervient en fin de cursus ou juste avant les oraux, ça dépend des années, pour les aider, pareil, à construire leur projet et à solidifier leur motivation. Ils font des revues de presse, ils travaillent bien évidemment l'analyse et le commentaire d'image,
qu'ils appliquent régulièrement à partir de calendrier de concours. Et donc, ça, c'est toute la partie écrite qui traditionnellement se fait entre octobre et, je vais vous répondre François pour la zone sud, qui se fait entre octobre et février. Et puis, ils ont ensuite 6 simulations d'euros en individuel. Donc là, on les met en condition de concours. On a une équipe avec 8 membres, 8 jurys. Ils passent comme si c'était Sciences Po. Surtout que les oraux pour Sciences Po Paris, Bordeaux, alors Bordeaux, si vous n'êtes pas loin, va imposer le présentiel. Si vous êtes en Espagne, par exemple, Bordeaux impose l'entretien en présentiel, mais sinon, c'est aussi en visio. Mais pour Sciences Po Paris, c'est tout en visio. Donc, ils sont exactement en condition de concours. Donc, les simulations d'oraux, évidemment, ils passent, ils font leur analyse d'image, ils font l'entretien, etc. Et bien évidemment, on débrief, c'est-à-dire qu'il y a un temps individuel de correction de leur prestation, à la fois sur le savoir-être, le savoir-faire, etc. Le contenu. Et puis ensuite, il y a un temps de préparation. Il y a la possibilité de les accompagner sur la préparation du dossier. Donc là, c'est en coaching individuel. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend des besoins, ça dépend des enfants. Voilà. Alors, pour les enfants en Amérique du Sud, donc qui passent le bac en novembre, décembre, on a eu les deux options. Certaines années, on a concentré la prépa sur les mois de janvier à avril, avec des groupes uniquement d'enfants de la zone Amérique du Sud. Mais tous les ans, alors ça suppose pour qu'on ouvre un groupe de prépa, parce que c'est quand même beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'investissements enseignants, etc. Ça suppose qu'on ait au moins 4 élèves qui soient sur le même calendrier. Ensuite, tous les ans, on a des élèves d'Amérique du Sud qui rejoignent un groupe en octobre et c'est vrai, c'est sur leur fin d'année. On parle c'est vrai, de très bons élèves, donc parfois ça leur pose pas de problème. Les cours ayant lieu le week-end, parfois ça passe tranquille, j'ai envie de dire. Donc les deux sont possibles. Voilà. Mais cette année, on n'avait pas de groupe sur février, sur janvier, avril. Mais les 2 années précédentes, oui. Donc, ça dépend un petit peu des années, ça dépend des enfants. Enfin, c'est complètement une possibilité. En revanche, cette année, on avait 3 élèves de la zone Amérique du Sud dans nos groupes qui allaient de octobre à février. Donc, bon, voilà. Euh, En ce qui concerne la prépa pour les IEP, donc le concours commun, qui est là un concours écrit, donc là, on est sur une prépa plus classique, hein, donc pareil, organisé sur des séances de week-end, puisque pour l'une comme pour l'autre, on fédère des enfants du monde entier. Donc là, il n'y a que le week-end où ça fonctionne. Et là, bien évidemment, on travaille sur les synthèses sur les thèmes de questions contemporaines, la méthodologie, bien évidemment, de la disserte avec des exercices, des corrections, des applications à partir de sujets. Pareil pour le programme d'histoire et l'analyse de documents. Et ils finissent par un concours blanc à 15 jours, environ 15 jours, 3 semaines du vrai concours, pour lequel ils sont corrigés avec un débrief, avec une séance de débrief avec leur enseignant, oralement. Voilà pour la prépa IEP. Alors, nos résultats sur. Alors, j'ai pas pu. On n'a pas encore tout à fait tous les résultats de 2025. On a encore une élève en liste d'attente. Mais globalement, voilà, entre le nombre d'élèves qui rejoignent notre prépa, 40 sur les 3-4 dernières années, 42% sont admis. Donc admis soit à Sciences Po sur un cursus classique, Sciences Po Paris sur un cursus classique, soit admis sur un double diplôme. On a par exemple cette année une élève qui intègre le double diplôme entre Sciences Po Paris et l'université de Louis à Rome,
il y avait 3 places. Donc voilà, elle était première sur liste d'attente et en fait, elle est rentrée. Donc elle était bien évidemment aussi admise sur le campus de Poitiers pour Sciences Po Paris classique, mais évidemment, elle fait le choix d'aller sur le double diplôme avec l'Italie. Voilà. Pour les IEP, on a 33% d'admis. Là, pour le coup, cette année, les résultats sont définitifs. Donc, c'est un peu plus de 3 fois plus que la moyenne, puisque la moyenne, c'est 9%. Donc, voilà pour les résultats. Pour obtenir ces résultats, on a bien évidemment une équipe qui est dédiée à vos enfants, hein, à la fois une équipe d'enseignants, donc diplômés de Sciences Po. Alors, nous, on ne travaille qu'avec des enseignants, hein, donc pas d'étudiants, etc. Donc, on a une équipe qui est dédiée et pour l'accompagnement et pour les oraux. Pour les oraux en particulier, on a des la plupart de l'équipe, alors pas moi, parce que j'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait une autre grande école, mais la plupart de l'équipe est diplômée de Sciences Po, voire enseignante en Sciences Po. On a un membre de l'équipe qui est jury de master, par exemple. Donc voilà, ils sont vraiment en situation réelle d'examen. Euh, voilà. Évidemment, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site internet. Vous allez tout retrouver. Donc, les inscriptions vont se faire au fil de l'eau. On est sur des groupes d'élèves qui sont de 6 à 8 élèves maximum et qui fonctionnent bien. Mais c'est vrai que ça demande un investissement à la fois financier, bien évidemment, et puis en temps pour vos enfants, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, moi, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Bon, moi, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. On est bien évidemment, on est évidemment joignable sur WhatsApp ou via notre site internet. Je vous remercie d'avoir participé à ce dernier webinaire de l'année, qui marque pas la fin de l'année scolaire, parce que là, nous, on va effectivement travailler sur les mois de juillet et août avec à la fois des enfants en zone nord et en zone sud. Mais pour ceux pour qui les vacances approchent pour tout le monde, et en zone sud et en zone nord. Donc, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.